essayer de ne pas toucher. Non, non, c'est super. C'est quoi un géomaticien ? Alors un géomaticien, c'est un croisement entre la géographie et l'informatique. C'est vraiment tout ce qui est métier de cartographe. Et le but, c'est de recueillir les informations et de rassembler toutes ces informations dans une base de données pour pouvoir ensuite l'utiliser sur des logiciels spécifiques qui permettent donc à la fois de faire des cartes, mais également des analyses. On a un inventaire de tous les commerces qui sont localisés dans la région et donc grâce à ça, on peut faire des analyses à la fois pour le secteur public qui a envie de savoir est-ce que l'économie va bien, est-ce qu'il y a des quartiers qui vont moins bien que d'autres, mais c'est également aussi pour le particulier, quelqu'un qui voudrait lancer son affaire, on a l'information disponible pour lui, pour qu'il sache s'il y a des endroits où son affaire irait mieux qu'ailleurs. Que représentent les commerces à Bruxelles en termes d'emploi ? C'est à peu près 62 000 emplois, ce qui représente donc 8% des emplois sur le territoire de Bruxelles. Donc c'est le quatrième secteur après tout d'abord les administrations, ensuite tout ce qui est le domaine de la santé et ensuite l'enseignement. Comment se répartit l'offre commerciale ? Principalement 3 grandes catégories de commerce. Donc, il y a tout d'abord ce qu'on appelle l'Horeca, donc ça c'est relativement connu, c'est donc les hôtels, les restaurants et les cafés. Ensuite on a tout ce qui est commerce qu'on appelle des services. Donc là on ne vend pas des produits, on vend donc un service, donc c'est les agences bancaires, c'est les agences d'intérim, c'est les agences de titre-service, mais ça peut être d'autres choses comme les coiffeurs, les salons de massage, les manicures ou encore même le toilettage pour chiens. Et le troisième secteur qui est plus connu, ça c'est tout ce qui est donc commerce d'alimentation. Donc là on a à la fois les supermarchés, mais il y a d'autres choses beaucoup plus spécialisées comme les bouchers, les boulangers. Et donc à L3, elle représente 2/3 des commerces. C'est 25% approximativement d'Horeca, 20% de services et 20% d'alimentation. Quels commerces ont dû être à l'arrêt pendant le confinement ? En fait, dans un premier temps, il y a énormément de commerces qui ont dû fermer, tout simplement pour raisons sanitaires, parce que ce n'étaient pas des commerces de première nécessité. Ne pouvaient rester ouverts que les commerces d'alimentation, essentiellement, plus quelques autres types de commerces, comme par exemple les coiffeurs. On estime, sur base de notre inventaire, que les commerces qui ont pu encore être accessibles au public, ça représente à peu près 1/3 de l'offre commerciale. Maintenant, ça c'est une estimation, parce qu'il y a évidemment des commerces comme les restaurants ou certains snacks, qui proposaient de la vente en ligne. Quelles sont les grandes étapes du déconfinement à Bruxelles ? La réouverture s'est faite de manière très progressive au niveau des commerces en Belgique. Ça a commencé au mois d'avril, d'abord par tout ce qui était magasin de bricolage. Puis 2 semaines après, au début du mois de mai, c'est les magasins de vêtements et tout ce qui était également librairie, magasins de multimédia et autres qui ont pu commencer à rouvrir. Et ce n'est donc que depuis le mois de juin que l'Horeca peut ouvrir. Donc on estime que maintenant on est à peu près à 80-85% des commerces qui sont ouverts et accessibles au public. Donc en fait la rue Neuve, comment est-ce qu'elle a été impactée par le confinement ? Très fortement en fait, parce que la rue Neuve elle est essentiellement composée de magasins de vêtements, des grandes chaînes qu'on retrouve partout en Belgique mais également dans les plus grandes villes d'Europe. Et en fait, étant donné que ces commerces ont dû fermer assez vite au moment du confinement et n'ont pas pu réouvrir avant le mois de mai, on s'est retrouvé avec une fréquentation qui s'élevait à seulement 10%. Donc cette chute drastique, on a pu l'observer sur le terrain et elle commence à reprendre tout doucement. Depuis le mois de mai, on voit que ça réaugmente. En même temps, ce n'est pas étonnant parce que la rue Neuve, mis à part l'histoire des commerces, dans le Patagone, c'est une zone qui est essentiellement touristique, mais c'est également une zone où il y a beaucoup d'emplois. Donc si on enlève les gens qui devaient rester chez eux pour travailler via le télétravail, mais également tous les gens qui comptaient visiter Bruxelles, si on enlève toutes ces personnes-là, forcément, il était normal qu'on constatait une fréquentation très faible durant le mois de mars et le mois d'avril. Si on sort un peu du Pentagone et qu'on va dans les quartiers externes, on a également constaté une diminution de la fréquentation, ce qui est normal, mais cette diminution était moins forte. Si on va dans des quartiers comme Uccle, comme Jette ou encore comme Elmet, on constatait une diminution qui atteignait à peu près 60%, voire parfois 40% dans certains quartiers. La remontée a également été constatée. On avait certaines artères qui sont maintenant à 80-90% de leur fréquentation habituelle. Donc il y a une moins grande perte, mais la remontée est plus ou moins équivalente à ce qu'on constate maintenant ailleurs sur le territoire. Ça vous a fait quoi comme impression ? Étant donné qu'on travaille pour les entrepreneurs de la région bruxelloise et qu'on s'intéresse aussi aux commerçants,
On sait que le commerce dépend essentiellement du passage devant son local. Et donc forcément, quand on savait qu'il y avait peu de personnes qui fréquentaient les rues, on savait très bien qu'elle allait en avoir un impact derrière pour tous les entrepreneurs qui tiennent une activité commerciale. Parfait. Super. Merci beaucoup en tout cas, Caroline. J'espère que je n'ai pas fait mal aux oreilles. Vous avez des verres anti-reflets. Magnifique. Et ils sont pas trop sales. C'est quoi un data manager? C'est la personne qui va gérer les données de l'agence dans laquelle je travaille, qui va faire en sorte que on collecte des bonnes données et qu'on fasse des analyses qui soient correctes. Ça peut être très très vaste et pour l'instant à l'agence on est spécialisé dans tout ce qui est données de commerce et donc de flux piétons, de relevés de commerce et aussi d'enquêtes chaland donc sur le profil des consommateurs. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu arrives à te détacher ou est-ce que quand tu manges ton bol de céréales, tu te dis « Oh là, j'ai 33 flocons d'avoine et 42 flocons de riz soufflé ». Ça se passe comment? Donc j'arrive à me détacher heureusement. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la crise sanitaire a impacté le secteur alimentaire? Le secteur alimentaire a été impacté très clairement. Beaucoup de consommateurs se sont tournés vers le commerce en ligne pour commander leurs courses. On a aussi vu dans les commerces, dans la grande distribution, moins de gens, mais avec des paniers beaucoup plus élevés. Et puis alors, le secteur qui a tiré son épingle du jeu, c'est tout ce qui est bio et épicerie de quartier. Au niveau de la grande distribution, on a également constaté un impact évidemment de cette crise sanitaire. Ben oui, sur tout ce qui est commande en ligne, donc plus de commandes en ligne. Et donc un panier moyen plus élevé, avec des visites moindres et plus espacées dans le temps. Pendant le confinement, comment est-ce que l'Horeca s'en est tiré? Donc l'Horeca pendant le confinement était fermé. On a eu quand même quelques restaurants ouverts pour la livraison et le takeaway, mais c'était plutôt de l'ordre de l'anecdotique avec 10% de l'Horeca ouverts qui ont sauvé 20% de leur chiffre d'affaires. Après la crise, donc l'Horeca rouvre petit à petit. Mais il y a des gros changements dans beaucoup de quartiers. Par exemple, dans le centre-ville, il n'y a toujours pas de touristes, donc l'Horeca du centre-ville a toujours du mal. Dans les quartiers avec plus de bureaux, comme dans la commission près des quartiers européens, c'est très difficile de faire son chiffre d'affaires durant le lunch, où il y a moins de travailleurs. De quelle façon est-ce que l'e-commerce a été impacté par cette crise? D'abord, en fait, il a diminué l'e-commerce parce que la plupart de l'e-commerce se fait sur le tourisme, billets d'avion, croisières, mais aussi la culture. Tous ces secteurs se sont complètement arrêtés. Du coup, au niveau global, l'e-commerce a diminué, mais sur le secteur traditionnel, là, ça a fortement augmenté. Donc tout ce qui est livraison nourriture ou vêtements, matériel vélo, ça a augmenté. Et ce qu'on remarque, c'est que beaucoup de consommateurs ont acheté en ligne pour la première fois et ont peut-être pris une nouvelle habitude. Est-ce que selon toi, cette crise, elle induit un changement durable dans les habitudes de shopping? Oui, sur certains aspects, comme la digitalisation pour payer, la digitalisation aussi pour faire ses achats. Par contre, la personne qui avait plus de temps pour aller acheter chez le producteur local parce qu'il était en télétravail, est-ce qu'il aura toujours le temps pour faire cela? Ça, c'est des questions à suivre et on ne peut pas le savoir dès maintenant. C'est important de suivre ces tendances parce qu'elles ont des impacts sur le développement commercial des quartiers, aussi sur la mobilité et donc sur le développement de Bruxelles. Quelles sont les initiatives principales qui ont été mises en place pour aider les commerçants pendant la crise du Covid et pendant le confinement? Il y en a eu énormément au niveau fédéral et régional. Il y a des initiatives un peu tête d'affiche comme la prime 4 000 €. Où l'État, la région a versé 90 millions d'euros au commerce et aux entrepreneurs. C'est une mesure importante financièrement pour la région, mais parfois 4 000 € pour certains commerces, ça ne représente même pas un mois de loyer. Il y a eu énormément d'autres mesures de soutien aux entreprises, comme le droit passerelle, le chômage temporaire,
le report de paiement de certains loyers si les murs appartiennent à un service public. Et puis maintenant, on a une baisse de la TVA pour l'Horeca, aussi des aides à la trésorerie pour faire en sorte que l'Horeca et les commerçants traversent la crise. Est-ce qu'il y aura, tu penses, un avant et un après Covid dans tes habitudes de consommation? Les achats en ligne, je le faisais déjà de temps en temps. Je ne compte pas me jeter dessus. Et en termes de ressenti, ça t'a fait quoi? C'est difficile de voir les rues vides, les magasins fermés. On se rend compte à quel point c'est important et c'est un plaisir de marcher en rue avec des magasins ouverts, illuminés, avec des devantures créatives, jolies et qui embellissent le quartier. Bonjour à tous, bienvenue dans Open. Aujourd'hui, on fait le point sur les aides fédérales, régionales, mais surtout communales que les commerçants bruxellois ont pu recevoir en cette période de crise. Nous sommes avec Yacine de Hub Brussels. Bonjour Yacine. Alors tu es là pour expliquer un petit peu les différentes mesures communales qui ont été prises pour aider les commerçants bruxellois pendant la période de confinement, mais aussi après. Donc je peux vous en citer quelques-unes, comme en fait le gel des loyers dans certaines communes, à la ville de Bruxelles, à Etterbeek pour les locaux communaux. On a eu des initiatives qui ont été sur Jet ou sur Forêt par exemple. On a mis un site spécialement dédié pour l'Horeca et le commerce qui était ouvert pendant la période de confinement. Donc il y a essentiellement beaucoup de communes qui sont reparties pour pouvoir faire en sorte que toutes ces mesures soient communiquées et on a communiqué là-dessus. Nous sommes chez Wondergreen à Schaerbeek, à un jet de motte de terre du parc Josaphat, dans une jardinerie urbaine. Et on a le plaisir de poser quelques questions à Madame de Vierland. Elle arrive. Bonjour Lorraine. Bonjour. Nous, on met en place des chèques commerce locaux qui invite les Schaerbécois à consommer dans deux commerces. En fait, on consomme dans le commerce A, on reçoit un chèque commerce, à aller dépenser dans un commerce B. Donc on essaie vraiment de faire un cercle vertueux et une solidarité en fait entre commerçants pour ceux qui participeront à l'action. C'est ça, donc vraiment en encourageant finalement les Schaerbécois à consommer dans les commerces Schaerbécois. Les commerces Schaerbécois qui ont dû fermer. Donc on veut vraiment faire un focus sur les commerçants qui ont été le plus impactés par la crise. On a suivi avec Christian, d'abord il cherchait un lieu et donc on a essayé de réfléchir à Schaerbeek où il y avait un lieu qui pouvait l'accueillir. Et puis voilà, il est tombé sur ce lieu-ci qui est situé à côté du parc Josaphat. Et donc je crois que ça a démarré en trombe grâce à son e-shop pendant la crise, mais aussi après, où je pense que les clients sont au rendez-vous. Effectivement, eh bien voici Christian. Bonjour Christian. Est-ce que vous vous êtes senti soutenu pendant cette crise par les différentes instances, soit fédérales, régionales, mais aussi communales? Est-ce que vous vous êtes senti accompagné et informé? Alors oui, tout à fait, parce que donc le cas de mon magasin est un peu particulier puisque c'est un magasin qui se positionne comme une jardinerie urbaine, donc il n'est ni un fleuriste, ni un magasin de cadeaux, ni rien. Et donc la commune m'a fort accompagné dans la décision de réouverture à l'époque où il y avait beaucoup de questionnements quant au commerce qui avait le droit d'ouvrir ou pas. Donc j'ai été fort épaulé. Moi, je propose de faire un petit tour dans cette belle jardinerie du coup, parce que ça donne vraiment envie. Il y a tellement de jolies choses. Je propose qu'on aille se promener et profiter de toutes ces belles plantes. Eh bien, quel joli endroit, Christian. Vraiment, on s'y sent bien. C'est vraiment magnifique, cette jungle urbaine. Ça s'appelle Wondergreen. Et ce commerce, cette jardinerie urbaine, elle a ouvert juste avant le confinement, à peu près un mois avant le confinement. Elle a ouvert 3 semaines avant le confinement, oui. oui, j'ai été particulièrement inspiré. Donc j'avais fait un post désespéré sur Facebook et j'ai eu beaucoup de messages et de gestes de solidarité. J'ai aussi par exemple mis en place un système de cartes cadeaux et donc j'ai énormément de personnes qui m'ont acheté des cartes cadeaux pour me soutenir. Prochaine étape, la boutique de boissons et cocktails Life is Beautiful. Nous sommes rue Antoine Dansart, en plein cœur de Bruxelles, devant Life is Beautiful, une boutique et aussi un bar à cocktail. On va aller voir si c'est ouvert. Ah oui, ben voilà, c'est ouvert. Super. Bonjour Caroline.
Ah, je me permets de mettre du gel. Caroline, merci de nous accueillir dans cette belle boutique. Qu'est-ce qu'on y vend? Alors, on a ici plein d'alcools différents. Pour soit on le boit toute seule ou on peut le mélanger dans des cocktails. On a des matériels du bar, voilà, pour faire des cocktails à la maison ou même pour l'Oreca qui viennent aussi ici pour chercher le matériel. Et comment est-ce que vous avez fait pendant cette crise sanitaire, voilà, quand le coup près est tombé en mars? On a eu cette idée qui existait déjà avant avec les bottled cocktails. C'est une idée que vous aviez eue avant le confinement mais que vous n'aviez jamais mis en place. Et là, pendant cette période de confinement, vous vous êtes dit, bah voilà, c'est le moment de lancer ces fameux cocktails en bouteille. Tout à fait, ouais, c'était exactement comme ça. On a eu ça depuis longtemps en tête, mais on n'a jamais fait le temps pour ça. Et maintenant, avec cette situation, on a dit, OK, on va le lancer. C'est vraiment des commerces comme ça qui font la richesse de notre centre-ville et de nos quartiers commerçants. Et donc on a lancé un site qui s'appelle commercelocal.brussels dans lequel on répertorie ce genre de commerçants, de petits indépendants qui font la richesse de notre vitalité économique véritablement. Nous avons lancé des formations et nous allons continuer à le faire en communication digitale, en web marketing, développer l'e-shopping de manière complémentaire à l'activité normale, de se faire connaître sur ce biais-là. À nos Oreca, je dis, demandez encore des extensions de terrasse, nous continuons à le faire. Caroline, vous avez fait une demande d'extension de terrasse pour votre bar à cocktail, justement? Oui, tout à fait. Et voilà, on attend le retour, mais c'est très compréhensible aussi qu'il y a plein de demandes voilà, en même temps. Et voilà, une fois qu'on a la permission, on va aussi agrandir la terrasse. Aujourd'hui, il faut une quinzaine de jours. Donc on doit à chaque fois analyser chaque demande, voir si le dossier est en ordre administrativement, avoir un avis police-pompier, passer une décision au collège, et puis il faut quelques jours pour venir placer le marquage, placer éventuellement les panneaux d'interdiction de stationnement. Donc c'est vrai qu'il y a un petit délai, mais on en a déjà accordé plus de 500 et je crois que c'est une vraie aide pour tout le secteur Oreca bruxellois. Si vous voulez, vous pouvez goûter un peu le bitter de concombre. Je vais commencer par une toute petite goutte pour tester. Bitter de concombre. Ah ouais, c'est marrant. L'arôme du concombre ressort vachement fort. Merci d'avoir suivi Open. Vous pouvez revoir cette émission sur bx1.be et on se retrouve tout bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans Open. Aujourd'hui, on revient sur la crise de ces derniers mois. Comment les commerçants bruxellois ont-ils vécu cette crise? Quelles difficultés ont-ils rencontrées? Et comment ont-ils réussi à dépasser tous ces obstacles? On fait le point avec quelques portraits d'entrepreneurs bruxellois. Nous retrouvons Azem devant cette pâtisserie. Qui es-tu, Azem? Azem, moi je suis médiateur interculturel. Je travaille pour le service de la prévention de la commune d'Anderlecht. Mon rôle ici, c'est de faire le pont entre les primo-arrivants et la commune, l'institution et les citoyens d'Anderlecht. Alors ici, on est précisément à la chaussée de Mons où il y a parmi les primo-arrivants beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup qui se lancent dans des chouettes projets, dont justement Taiba Pâtisserie. Bonjour, bonjour, merci de nous accueillir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des pistaches avec de la pâte feuilletée. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre belle pâtisserie? Expliquez-nous un petit peu quels sont vos produits. Là-bas, c'est les pâtisseries orientales très connues, très classiques au Moyen-Orient, entre le Syrie, le Liban et la Palestine, principalement le baklava version syrienne. On va jusqu'à douceur de fromage très réputée de la ville de Homs. Mais après, on arrive à un aspect très interculturel ici. Je me rappelle, au Ramadan, il y avait même une pâtisserie au spéculoos, par exemple. C'est un très jeune chef qui a travaillé à Damas principalement avant de venir ici, mais donc il arrive en Belgique comme réfugié. Taiba est parti du principe d'éviter de grands rassemblements. Il faut préciser que pendant le confinement, c'était le Ramadan, donc la demande augmente, tout ce qui est pâtisserie. Et alors, la technique principale, c'était de privilégier les commandes par téléphone, en ligne. La page Facebook était très active. Est-ce que M. Obeida s'est senti bien aidé durant cette période de crise? Est-ce qu'il a eu les informations nécessaires? Ce qui était positif, c'est les certaines facilités pour les indépendants
Et pour le chômage partiel, là, ils ont baissé le nombre d'heures de travail et le nombre d'employés. Et ils ont bénéficié des primes de chômage. Voilà. Et de l'autre côté, le service commerce à la commune d'Anderlecht était aussi joignable via les médiateurs pour pouvoir être informé de quelles sont les mesures. Parce que, en effet, le code administratif, c'est pas toujours facile à saisir pour les entrepreneurs primo-arrivants. Alors, Azem, Monsieur Obeida, t'as un petit peu expliqué ce que c'était, toutes ces délicieuses pâtisseries. Est-ce que tu peux toi-même nous dire ce qu'on retrouve comme ingrédient là-dedans? Le fameux knafé. Knafé qui est très connu au Moyen-Orient. La fameuse harissa de la ville de Nabk en Syrie. On a cette pâtisserie qu'ici, on a coutume de l'appeler la bouche de poisson. Parce que, vous voyez, ça ressemble. Il fait super chaud aujourd'hui, alors je vous propose d'aller vous désaltérer à la nano-brasserie de l'Ermitage. Venez. Qu'est-ce qu'on goûte ici, Nassim? Alors ici c'est une bière qui s'appelle la Chute Libre. Donc c'est une bière qu'on sort demain. C'est une white IPA, donc c'est l'équivalent d'une blanche techniquement. Elle sent déjà mais super bon et en plus je peux la goûter en avant-première, mais quelle chance! Nassim, explique-moi un peu comment est-ce que vous avez vécu ces derniers mois de crise. C'est un peu comme tout le monde, je pense au début on a pris ça un peu de pleine face, on ne s'attendait pas à ce que les bars ferment si vite. On travaille essentiellement avec l'Horeca, donc tout a été très abrupt. Du jour au lendemain on a dû se retrouver sans demande de bière et surtout aussi plein de factures ouvertes impayées, donc ça a été assez compliqué au début. Notre premier réflexe a été de brasser des bières qui prennent beaucoup de temps, soit à maturer, soit des fermentations mixtes dans des barriques de vin, etc. Donc des projets sur le long terme. Comme ça, en vous disant, même si on ne peut pas écouler ça tout de suite, ce ne sera pas perdu. Exactement. Et puis après, on a rebondi avec un magasin en ligne. Donc on a fait très rapidement un petit service de livraison à domicile. Vous l'avez fait pendant le confinement, ce webshop? Pendant le confinement, voilà. Vous l'avez créé, vous aviez début avril. Il n'existait pas avant. Et puis on a mis en place le service et très vite c'est devenu un boulot à temps plein parce qu'on a eu la chance d'avoir énormément de demandes. On a fait appel à une société de mise en canette pour sauver toute la production de fûts qui était ici en stand-by. Parce que ce qui était déjà en fût pétillait et ça vous ne pouviez pas les mettre dans vos bouteilles, donc il fallait trouver une alternative. Exactement, donc notre embouteilleuse ne nous permet pas de mettre des bières sous pression. On est assez confiant, surtout que voilà, là ça fait plus ou moins 2 semaines que l'Horeca a repris et les commandes explosent. Bon, tout le monde a repris en même temps, donc ça fait plein de commandes en même temps évidemment. Mais voilà, on a aussi la chance d'avoir notre propre bar ici à Bruxelles qu'on fournit en direct. Miam, c'est appétissant tout ça. Open, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain pour débattre de ce sujet avec nos invités. Bye bye. Bonsoir à tous, bienvenue dans Open, l'émission consacrée à la relance économique de Bruxelles dans cette situation de crise sanitaire. Hier et avant-hier, nous avons fait le bilan de cette crise sanitaire et des mesures mises en place pour aider les entrepreneurs bruxellois avec des experts et des reportages de terrain. Ce soir, nous revenons une fois de plus sur cette crise avec nos invités et nous remercions également la librairie Maupassant de Jette de nous accueillir dans ses locaux. Nous sommes avec nos 2 premiers invités de la soirée. Bonsoir, goedenavond. Elke Roeks, schepen van economie van Anderlecht, et je de l'économie d'Anderlecht, et Loïc Hénon, ondernemer van Forcado, une pâtisserie qui propose des pâtisseries portugaises, notamment les bons pastéis de nata. Alors, Elke Roeks, comment avez-vous vécu cette crise en tant qu'échevine de l'économie? Het was een heel drukke periode, een heel zware periode ook. De sluiting van de winkels was een klap voor iedereen en van de horeca. En we hebben heel hard ons best gedaan om in gang te schieten en om heel snel actie te ondernemen om hen te ondersteunen. Met alle mogelijke informatie en met alle mogelijke middelen die we op gemeentelijk niveau hadden.
Dat was een echt particulière période. Loïc Hénon, vous-même en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous avez vécu le confinement? Vous avez une pâtisserie, donc vous avez pu rester ouvert, vous avez eu l'autorisation de rester ouvert. Ja, inderdaad. Wij moesten dus niet sluiten, maar om de gezondheid van onze werknemers te garanderen, hebben we besloten om zowel de winkel als het atelier te sluiten gedurende een bepaalde periode. Est-ce que vous vous êtes senti relativement accompagné par les autorités publiques et notamment par la commune dans cette période? Wat we niet mochten doen was wel duidelijk. Wat moeilijk was, alle maatregelen waar we facultatief iets mochten of niet mochten doen. En daar hebben we heel snel bepaalde beslissingen moeten nemen, waaronder de winkels te sluiten. En achteraf bijvoorbeeld hebben we heel snel moeten reageren door een webshop te openen om toch bepaalde klanten te kunnen leveren. Op het vlak van financiën vind ik dat de overheid goede beslissingen heeft genomen voor de kleine ondernemingen. Maar op het vlak van echt, ik zal zeggen, logistieke steun, daar was het een beetje moeilijk voor ons. We hebben zelf alles moeten vinden. Ik spreek bijvoorbeeld over mondmaskers of handschoenen of plexiglasplaten voor in de winkels. Dat was voor ons moeilijk te vinden. Daar hadden we wel wat meer steun gewenst van de overheid. Qu'est-ce que vous en pensez, Elke Roeks, de cet accompagnement sur le plan matériel qui aurait pu être un petit peu mieux, en tout cas pour le ressenti. On précise que Forcado, donc les deux pâtisseries qui appartiennent à notre entrepreneur ici, ne sont pas situées sur votre commune, sur le territoire d'Anderlecht. Elles sont à Saint-Gilles et à Uccle. Ja, ik denk inderdaad dat het moeilijk was voor iedereen om bijvoorbeeld plexiglas te vinden. We hebben ook gezien dat de gemeentes daar heel verschillend op reageerden. En dat was voor ons het moeilijkste. Ik denk dat er geen periode is geweest waar dat we tussen schepenen van economie zoveel informatie hebben uitgewisseld. Omdat we ook de gemeentes de indruk hadden dat ze elk aan zichzelf waren overgeleverd om met de handelaars in dialoog te gaan en duidelijk te maken wat dat mocht, om hen te ondersteunen, etc. Er was op een gegeven moment zelfs een beetje een opbod aan maatregelen. Onder meer voor het plaatsen van plexiglas. En dat je merkte dat het heel moeilijk was om nog de juiste informatie bij de handelaars te krijgen. Dus ik denk dat we nu deze zomer echt gebruik moeten maken van de tijd om logboeken te schrijven, om te coördineren en om te zorgen dat we de volgende keer met één stem kunnen spreken in Brussel en direct in gang kunnen schieten. Dat we de ervaring die we nu hebben opgedaan niet laten verloren gaan en dat we die gebruiken om een logboek te hebben dat alle handelaars op dezelfde manier kunnen krijgen van zodra dat er een crisis is. Se coordonner davantage, en tout cas, si une telle crise devait se reproduire. Parmi toutes les mesures mises en place par la commune d'Anderlecht durant le confinement, il y a eu la création notamment d'un groupe WhatsApp pour distribuer de l'information de façon efficace et directe à tous les commerçants de la commune d'Anderlecht. Est-ce que la communication est vraiment essentielle dans ce genre de crise? Zeker essentieel. En we hebben gemerkt dat we daar nog niet sterk genoeg in staan. We zijn bezig met de oprichting van een ondernemersloket. En ik denk dat een van de essentiële dingen daarin is directe communicatielijnen hebben met handelaars. Aan het begin van de crisis hebben we een brief uitgedeeld bij alle handelaars. Dat is heel tijdsintensief om die te brengen. Maar het is ook heel weinig efficiënt als de winkels toe zijn en de handelaars niet ter plekke zijn. En vandaar de creatie van die WhatsApp-lijst. Zodanig dat we, als wij informatie binnenkregen, dat we die direct konden verspreiden naar de handelaars. Ik denk dat dat essentieel is om die directe lijnen te hebben. WhatsApp is iets dat heel sterk in gebruik is bij onze handelaars. Dus we hebben gewoon ons gebaseerd op de middelen die ze zelf gebruikten. En informatie ging soms heel snel. Hè. We kregen nieuwe richtlijnen binnen en 2 dagen later waren die van toepassing. Dus dan moet je heel direct kunnen communiceren. Inderdaad. Dankjewel aan jullie twee om hier te waren vandaag. Et vous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques petits instants pour la deuxième partie d'Open ce soir. Nos deux invités nous ont rejointes. Bonsoir. Élodie Sardot, qui possède un magasin de seconde main à Jette, Green Cocoon, et Isabelle Grippa, qui est CEO de Hub Brussels. Alors Isabelle, je vais commencer par vous. Que fait Hub Brussels pour les entrepreneurs bruxellois?
Bruxelles, c'est l'agence publique pour l'accompagnement des entreprises à Bruxelles. Et donc, on offre une multitude de services puisque le projet de Hub, c'est de rendre l'entrepreneuriat accessible à toutes et tous et de faire en sorte que nos services soient gratuits et universels et donc disponibles pour toutes et tous. Et donc, nous offrons le panel complet des services pour toute entreprise, que ce soit à partir de sa création, à son développement, à l'innovation, mais aussi à l'internationalisation. Alors justement, dans cette période très délicate de crise sanitaire, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes mesures qui ont été mises en place par la région Bruxelles-Capitale ? Bien sûr, alors la région a agi en plusieurs temps. Elle a agi dans l'immédiateté, pendant le confinement, pour pouvoir venir en aide aux commerçants, mais aussi à toutes les entreprises bruxelloises, via une prime unique de 4 000 €. Donc c'est plus de 90 millions qui ont été distribués et qui ont permis à une grande majorité d'entreprises de tenir le choc. Et puis, dans un second temps, et c'est tout récent, comme vous le savez, la région vient d'adopter une série de mesures de soutien supplémentaires, notamment au secteur de l'ORECA, mais aussi pour les petits commerçants. Et ces mesures vont aussi d'une aide de financement via Finance and Invest, donc le bras public financier de Bruxelles, mais aussi via Hub Brussels. Une série d'accompagnements complémentaires sont offerts pour venir en soutien au secteur économique bruxellois. Alors je me tourne justement vers notre entrepreneuse bruxelloise, Élodie. Donc vous avez dû fermer, j'imagine, pendant le confinement parce que vous avez un magasin de vêtements de deuxième main pour enfants et femmes enceintes. Comment s'est passé le confinement? Comment l'avez-vous vécu? Il me semble que votre commerce n'était pas ouvert depuis très longtemps. En effet, j'ai été fermée toute la durée du confinement, donc c'est pas facile, comme beaucoup d'entrepreneurs bruxellois, j'imagine. L'ORECA encore pire d'ailleurs. Donc oui, il faut se remettre en question, je pense, pendant une période comme un confinement comme on l'a vécu. Et sincèrement, c'est pas facile financièrement. J'ai la chance d'avoir des super chouettes clients aussi qui m'ont suivi sur les réseaux notamment. Et donc j'ai eu cette chance de les avoir retrouvés rapidement après la réouverture. Mais voilà, j'imagine que ce n'est pas le cas de toutes les entreprises bruxelloises. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette crise? Clairement, l'aspect financier n'a pas été facile. Être fermé pendant quasiment 2 mois, c'est une perte énorme. Moi, je suis un magasin de seconde main, mais également un lieu de partage et de rencontre, en fait. Donc, on avait toute une série d'activités liées à la parentalité, à la petite enfance. Et toutes ces activités ont été à l'arrêt également et le sont encore pour le moment parce que c'est difficile de remettre tout ça en place. Donc, voilà, c'est pas tous les jours facile. Est-ce que vous avez reçu le soutien de la région dans cette période de crise? Oui, bien sûr. Donc, on a parlé de la prime des 4 000 €, toutes les mesures qui ont été mises en place aussi. Après, je pense que tous les secteurs pouvaient adapter un petit peu les mesures qu'ils ont choisi de mettre en place. Ça a été mon cas aussi. Donc, moi, je travaille avec des dépôts de particuliers au niveau des vêtements, enfants et femmes enceintes. Et donc, ces dépôts sont pour le moment en quarantaine pour éviter tout risque supplémentaire. Donc, ça, c'est une mesure que j'ai rajoutée dans mon cas, dans le secteur du seconde main, qui est un secteur particulier. Que pensez-vous, Isabelle, du vécu de cette entrepreneuse en disant, malgré toutes les aides mises en place, ça restait quand même très difficile sur le plan financier et ça le reste encore pour bon nombre de commerçants et entrepreneurs bruxellois? Tout à fait. On est encore dans une phase d'urgence, dans une certaine mesure, et c'est pour ça aussi que la région bruxelloise a ressorti un nouveau train de mesures pour venir en aide aux différents secteurs économiques touchés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à côté des mesures financières, il faut pouvoir repenser son business model et pouvoir s'adapter, puisque le monde de demain ne sera plus le monde d'hier, ne sera plus le monde de demain. Et donc, par rapport à ça, un accompagnement, une aide financière est certes fondamentale, mais un accompagnement est aussi très utile. Repenser son business model, ça veut dire aussi, notamment, s'adapter à la digitalisation, à l'e-commerce. On a mesuré, avant la crise du corona, 25% des commerces étaient équipés pour la vente en ligne. Et or, les habitudes de consommation ont fondamentalement changé. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu de pouvoir accompagner tous les commerces à être équipés au commerce en ligne, de façon à pouvoir récupérer les habitudes de consommation, éviter qu'elles ne s'en aillent vers les grandes plateformes internationales, mais qu'elle renforce plutôt les commerces de proximité comme celui d'Héloïse, évidemment. Ça vous intéresserait, Élodie, d'avoir un accompagnement pour la digitalisation de votre commerce? Bien sûr, je pense que c'est comme on dit clairement dans l'air du temps et encore plus après une crise comme celle qu'on a connue. Donc bien sûr, après c'est difficile à mettre en place, je pense, seule en tant que petit entrepreneur. Et donc un accompagnement est plus que bienvenu dans ces cas-là pour rebondir après une crise telle
tel que le coronavirus. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été présentes et d'avoir partagé votre expérience ce soir avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouvez un nouveau numéro d'Open la semaine prochaine avec Thierry Tinlot sur BX1. Belle soirée.